Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour jouer de grandes batailles dans l'univers de 40K. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alaric. Salut Bonjour à tous. Alaric. Et on va tout simplement te présenter rapidement. Tu es un joueur de NetEpic également, mais ce n'est pas pour ça Tout à qu'on fait. t'interviewe aujourd'hui. On t'interviewe pour autre chose, pour présenter ta chaîne Love and War Games, un nom de chaîne original et une chaîne qui est dédiée à Dystopian Wars. Tout à fait. Première Oui. question, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement, hein, qui tu Bien es sûr. et d'où tu viens? Alors, oui, très rapidement, donc Alaric, de mon vrai prénom, Philippe Michel. Et donc, je viens du sud de la France, à la base. Je suis venu sur Paris il y a à peu près un petit moment maintenant, ça va faire bientôt 6 ans, pour le travail, évidemment. Donc, très, très rapidement, donc je suis product owner. Donc, je suis plutôt de background de école de commerce. J'ai plein de choses à côté, moi. Par exemple, dans le détail, c'est pas l'objectif, mais voilà, plutôt background école de commerce, on va dire business. Et actuellement product owner pour une grande banque française. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Rien de spécial. J'aime la vie, les soirées techno, j'aime sortir avec les amis et je suis marié depuis bientôt 5 ans. D'accord, eh ben, écoute, alors Product Owner dans l'informatique? Ah oui, ça, je dirige une équipe de développeurs, enfin, plusieurs équipes de développeurs parce que j'ai plusieurs projets. Et tout à fait, donc je suis plutôt la partie fonctionnelle du projet, c'est moi qui synchronise entre les besoins des clients, enfin, des sponsors, l'équipe de développement, les contraintes techniques, etc., le juridique, le légal, tout, Alors tout ça, tout ça. je vais l'envoyer des petites pierres parce que moi je suis côté exploitation, donc en fait à chaque fois que Ah les oui, développeurs font de la merde, c'est moi forcément. qui gère. Voilà. Enfin bref. Euh, du coup, question toute bête, mais comment tu es venu au hobby? Comment tu es tombé dedans? À quel âge? Sur quel jeu? Et quel a été ton parcours dedans en fait? Mm. Alors, le hobby, donc au sens large, j'ai connu de loin, parce que j'avais quelques copains à l'époque du collège qui étaient un petit peu tombés dedans, plutôt dans le côté peinture. Donc moi, je regardais de loin, mais c'était pas quelque chose qui me tentait plus que ça. Par contre, ils m'ont motivé à un moment, ils m'ont dit, oui, viens te mettre sur ce jeu vidéo, parce que j'étais un geek plutôt à cette époque. Viens plutôt sur ce jeu vidéo qui s'appelle Dawn of War. Et effectivement, je me disais, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Et Dawn of War, j'ai vu qu'à un moment, ils ont fait un patch où ils ont offert des maps gratuitement. Hmm. Et je me suis dit, mais attends, mais si Games Workshop, ils offrent des maps gratuitement, c'est que c'est sûrement pas un hobby qui coûte cher, je vais y aller. Grave erreur, grave erreur. Et je me suis mis à Dawn of War, j'ai adoré l'univers, excellent jeu. J'ai commencé à collectionner un petit peu de garde impériale à l'époque du collège. Je suis un très 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 mauvais peintre, je suis affreux. Et j'ai arrêté à cause de ça. Voilà, j'ai collectionné quelques petits tanks, quelques petites escouades, mais jamais vraiment joué. Et puis j'avais arrêté. J'avais gardé ça au fond de chez moi, mais voilà, pas plus que ça. Par contre, une fois que j'ai passé toute la partie collège, lycée, études supérieures, etc., et j'ai commencé à travailler, à avoir un peu d'argent, je me suis rendu compte que ce que je pouvais faire maintenant, c'était en fait ne pas peindre moi, mais juste me concentrer sur la partie jeu, vraiment. Donc j'ai acheté une première petite force à la sortie de la V8 de Warhammer 40 000, des petits Space Marines déjà tout peints. Je dis, ah, pas cher. Et je me suis mis au jeu comme ça, et puis j'ai vraiment, vraiment bien apprécié le fait de pouvoir jouer. Et en fait, je suis venu au hobby grâce au fait que j'avais du coup un peu de moyens pour engager des peintres semi-pro ou pro pour peindre mes figurines. Et c'est ce qui m'a permis, parce que sinon j'aurais jamais le temps, et ni le talent, ni la place, ni rien du tout, de pouvoir aller dans le hobby. Donc j'ai pu accomplir mon rêve de gamin de collégien, de jouer à tout ce qui est jeu de figurines. Grâce à ça, donc je ne suis pas du tout dans la partie peinture. Je suis beaucoup dans la partie conversion, donc imaginer, mixer des figurines, etc. Mais je laisse l'exécution de toutes ces idées folles à d'autres. Et D'ac- voilà, donc voici comment j'ai rejoint le hobby. Et puis notamment quand je suis arrivé sur Paris, du coup, beaucoup plus grosse communauté. Il y avait la Wag Taverne à l'époque où je suis arrivé, donc j'ai pu faire quelques tours. Et c'est comme ça que vraiment j'ai commencé les premières vraies parties, on va dire. Ok, Puis ça marche. depuis, je suis plus reparti. Et alors du coup, autre question, à quel jeu est-ce que tu joues actuellement? Ou à quel jeu tu as joué aussi?
Alors, grande question. Alors évidemment, Warhammer 40 000, Age of Sigmar un petit peu. J'ai pas vraiment aimé le système d'Age of Sigmar, même si j'avais une très très grande armée de Caradon parce que j'adorais les figurines. Du coup, j'ai arrêté complètement Age of Sigmar. Warhammer 40 000, je suis passé par plusieurs armées, j'ai fait beaucoup de compétitifs un petit peu. Je suis passé un petit peu sur la scène Creative Wargame, où je participe encore, encore de temps en temps. Donc le côté compétitif de 40K, je m'y mets toujours. Actuellement, je n'ai plus qu'une seule armée. J'ai eu des Necrons, des Iron Knights. Maintenant, je fais uniquement joueur Votan, parce que je joue nain dans tous les jeux possibles. J'ai joué à pas mal de petits jeux. J'ai testé un petit peu Infinity. J'ai testé évidemment du Net Epic. Plus que testé, Net Epic, j'ai quand même pas mal joué. Oh oui, j'ai fait pas mal de jeux du Aeronautica, Imperialis. J'ai testé euh, vraiment quasiment tous les jeux Games Workshop, du Middle Earth Strategy Battle Game. J'ai fait beaucoup de Dystopian Wars maintenant, évidemment. Et j'en oublie certainement un petit paquet derrière, mais voilà, je me suis jamais vraiment plongé dans un jeu. J'ai toujours eu 40K en jeu en toile de fond, et maintenant Dystopian Wars, que j'aime vraiment beaucoup, aussi bien pour les figurines que pour les règles, et pour lequel je passe beaucoup de temps désormais. Ok. Et d'ailleurs, tu attends avec une certaine impatience le codex Votan pour NetEpic. Ah bah ça, bien sûr. J'avais une armée Adeptus Mechanicus, du coup j'ai refilé à un ami. Mais oui, dès que les Votan sortent pour NetEpic, je commence une armée, évidemment, évidemment. J'ai les fichiers qui sont déjà prêts Ouais. à imprimer en 6 millimètres. Ok. Et du coup, ouais. Donc, alors, je précise effectivement que bah, l'interview est un peu courte puisque bah, on a des contraintes, enfin, t'as des contraintes horaires qui fait que. Et du coup, bah, maintenant, est-ce que tu peux nous présenter bah, ta chaîne et de fait, bah, Dystopian Wars aussi, parce que les deux sont liés, donc il va falloir nous présenter aussi Dystopian Wars et nous le vendre. Ah bah oui, très bien. Alors, vous le vendre, je sais pas, mais je peux déjà vous le présenter, et puis si vous aimez, vous laissez vous renseigner. Le concept de base de Dystopian Wars, c'est que déjà, ce n'est pas qu'un seul jeu. En fait, Dystopian Wars est un jeu, mais qui fait partie d'un grand univers, un peu comme dans Warhammer 40 000. Il peut y avoir, ok, Warhammer, mais il y a Kill Team, il y a Battlefield Gothic, il y a Aeronautica, il y a plein de jeux, et là, donc c'est pareil. Donc il y a tout un univers qui a été créé, c'est vraiment l'univers qui est vraiment, vraiment sympa. Un univers steampunk, donc qui se passe dans une sorte de 19e siècle alternatif, avec quelques technologies et interventions extraterrestres qui ont influencé le développement de l'humanité. Donc quelques technologies qui ont été récupérées à gauche et à droite, notamment durant le 18e siècle, et qui ont beaucoup accentué les progrès technologiques. Et du coup, voilà, c'est une sorte de monde un petit peu alternatif, un petit peu que on va prendre comme exemple le Steam Boy, évidemment, ou voilà, tout ce que vous pouvez imaginer en steampunk, avec des croiseurs aériens, des zeppelins gigantesques, des sous-marins, des technologies, des robots géants, enfin, vraiment beaucoup de choses très très sympathiques dans cet univers. Il y a des jeux de combat d'infanterie, il y a des jeux de combat de chars, donc ça dépend des échelles. Combat d'infanterie, ça va être du 28 mm. On a par exemple le Lost World Exodus et Wild West Exodus, que vous connaissez peut-être. Combat de chars en 15 mm avec Armored Clash, et on a du coup les plus grandes batailles qui sont via Dystopian Wars, pardon, qui sont essentiellement des batailles navales. Donc on est à vraiment, on va dire, une échelle à 2-3 mm, si on parle, donc c'est encore beaucoup plus petit qu'une épique, et ça permet vraiment de faire de gigantesques campagnes. Donc chaque joueur dirige sa propre flotte. Il y a 8 factions différentes, 8 grandes métafactions différentes qui comportent des grands blocs de puissance. Par exemple, l'Empire britannique est une grande métafaction, enfin faction on va dire, mais ça comprend du coup forcément il y a la sous-faction britannique, la sous-faction canadienne, australienne, indienne, etc., qui ont chacun vraiment leur capacité spécifique. Ils ont évidemment des règles en commun, mais ils vont chacun avoir leur propre gameplay, leur propre spécificité, et ils se mixent très bien ensemble. Donc voilà, Dystopia Noir fait ce jeu de bataille naval steampunk que j'aime beaucoup. Le système de jeu est vraiment, vraiment simple à comprendre. Il est un petit peu différent, c'est des dés qui sont uniques, mais donc c'est pas numéroté de 1 à 6. Mais par contre, du coup, il distribue vraiment beaucoup de dés. Il y en a beaucoup dans plein de boîtes, dans les starters, dans tous les sens. Et une fois que ça permet vraiment d'accélérer le jeu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça se joue exactement, parce qu'il y a un petit système de cartes, de dés, mais on fait une partie, mais déjà au bout de 2 tours, on a compris comment ça fonctionne. Et le jeu est très très rapide, très nerveux, très fun. Chaque activation, c'est de l'activation alternée déjà, évidemment, comme tous les jeux modernes. Chaque activation, on sent vraiment qu'on peut faire quelque chose. Chaque décision a vraiment un énorme impact. Donc c'est vraiment, vraiment fun à jouer. Il y a beaucoup
d'anticipation, de jeu, un petit peu de réponse à l'adversaire en anticipant ce que l'autre va faire. Un peu comme NetEpic, hein, au final. Il y a moins d'activation que dans NetEpic. Euh, donc, il y a moins de figurines sur table, ce qui permet de se lancer parfois avec pour un budget vraiment, vraiment raisonnable. On peut prendre certaines boîtes qui sont à 50, 60 euros et déjà commencer à faire des petites parties. Et même les plus grosses boîtes qui sont vendues par l'entreprise, qui sont des boîtes à peu près à 100 euros, il y a quand même vraiment beaucoup de plastique et de résine à l'intérieur. Et ça, c'est assez pour faire des parties, alors équivalent à Apocalypse si on parlait à Warhammer 40 000. Il y a vraiment beaucoup plus qu'il n'en faut pour faire des parties à échelle maximum. Et ce qui me plaît aussi beaucoup là-dessus, c'est que c'est un jeu de bataille navale, mais il n'y a pas trois bateaux qu'on va gérer vraiment micromanager au point. Comme je sais qu'il y a quelques autres jeux de bataille navale qui existent, comme Black Seas par exemple, ou Armada, le jeu naval de Kings of War, où vraiment on a assez peu de navires et il faut vraiment les gérer. Il y avait une ancienne version de Dystopian Wars par un autre éditeur qui n'existe plus depuis, où il y avait vraiment cette histoire de gérer le carburant des avions, de gérer le nombre de matelots dans chaque navire. Là, ils ont vraiment fait table rase de tout ça. C'est un jeu qui est très très fluide, qui se joue très très bien, très nerveux, et c'est juste fun. Et vraiment tout le monde qui a essayé, et souvent parfois c'est des vieux briscards qui viennent, qui connaissent beaucoup de jeux, tout le monde me dit mais le système de jeu est excellent, mais c'est juste fun, c'est vraiment très très bien. Donc, renseignez-vous un petit peu, regardez un petit rapport de bataille ou deux, et vous verrez que ça va très vite, c'est très fun, et chaque activation, on se fait vraiment plaisir. Oui, alors à noter, alors je vais mettre dans le chat du Twitch le lien vers la chaîne YouTube, évidemment. Elle sera dans la description de la vidéo YouTube, évidemment. Euh, Dans ce que tu décris, alors en fait, moi, souvent, ce que je considère dans les wargames, euh, j'ai tendance à les séparer en trois grands groupes. Mhm, Le premier grand groupe, c'est ce que j'ai appelé du simulationniste. Alors, c'est plus généralement de l'historique, mhm, parce que je vois mal l'intérêt de faire du simulationniste dans un univers fantastique, mhm. qui n'est pas un univers empreinte réelle. Et alors, d'autant plus sur un univers comme 40K où c'est des super-héros, quoi, les gars. Enfin, voilà, donc Oui. faire du simulationniste là-dedans, ça n'a aucun sens. Donc là, le simulationniste, il y a, on va dire, une espèce d'intermédiaire qu'on va retrouver par exemple dans Net hein, qui est où les règles sont assez simples, mais il y a quand même pas mal de profils et que du coup ça demande un certain investissement pour se lancer dedans. Mais du coup, bah oui, c'est des jeux qui vont se prêter justement à, euh, à s'investir un petit peu dedans. Si tu n'apprends pas les règles en 10 minutes, hein, soyons concret. Mais par contre, effectivement, enfin, même si elles sont pas compliquées, hein, mais il te faut un peu plus de temps. Et d'autant plus que vu que tu as quand même pas mal d'entrées dans chaque codex, bon, bah, pour te faire une armée, ça se fait pas en 5 minutes sur le coin d'une table. Et qui du coup bah, te permettent effectivement de faire un peu plus de fun, de bataille un peu plus, ouais, un peu plus avec une vraie profondeur tactique là-dessus. Et puis tu as des jeux, alors c'est typiquement l'exemple de Tepic 40K, hein, dans ce que je connais, qui sont moi, ce que j'appelle des jeux idéal pour l'être des jeux casuals, c'est-à-dire avec des règles simples, certains diront simplistes, mais moi je dis plutôt simples, euh, enfin pas forcément énormément de profils par armée, et qui du coup, bah oui, les règles, tu les apprends, enfin tu les comprends en 20 minutes, il te faut 5 minutes pour faire une liste, et du coup, bah t'as un copain qui vient chez toi en 30 minutes où tu peux faire ta partie, quoi. Euh, Où est-ce que sur ces trois trucs-là, où est-ce que tu caserais Dystopian Wars? Alors, de ce que j'ai compris, pas dans le simulationniste, hein, Mhm. on est d'accord. Non, non. L'ancien Dystopian Wars, donc la première et deuxième édition, parce que là c'est la troisième édition donc, qui a été créée, aurait été plutôt dans le simulationniste, vraiment dans ce style-là. Et c'est ça qui faisait que c'était des parties qui duraient 8 heures. C'était une sorte de simulationnisme steampunk. C'était vraiment compliqué, donc, mais ce n'est plus le cas. Moi, je le mettrais entre le 2 et le 3 parce que d'un côté, c'est un système de jeu qui peut paraître parfois complexe, dans le sens qu'il y a il y a quand même quelques entrées, et il y a des règles qui quand même peuvent bien interagir entre elles et se faire des combos. Donc, quand on commence à vraiment se plonger dedans, il y a beaucoup de contres.
pas des contres hard comme on dirait en pierre feuille ciseaux, mais il y a vraiment des petits contres qui peuvent te permettre d'optimiser tes chances, etc. Qu'il faut connaître quand on commence vraiment à bien jouer. Sinon, ben, on perd et on comprend pas pourquoi. Enfin, on comprend pourquoi, mais on sait pas trop comment le gérer. Mais par contre, c'est un jeu qui peut vraiment se prendre très très rapidement. Euh, à petite échelle, on prend une boîte, on peut se faire des batailles à petite échelle à 750 points avec quelques bateaux, genre un flagship, donc un navire amiral. On prend quelques références de croiseurs qui sont quand même, tant qu'on ne va pas dans les navires ésotériques, se pilotent à peu près tous pareil. Quelques escorteurs, quelques frégates, et ça se joue très simplement, très rapidement, et avec des profils d'armes qui sont souvent, ça dépend des factions, mais qui sont souvent les mêmes d'une faction à l'autre. Les grands types d'armement, type voilà, torpilles, les canons, les roquettes, etc., sont souvent les mêmes d'une faction à l'autre, ce qui permet en plus d'aider facilement son prochain. Voilà, ben moi je joue russe, toi tu joues anglais. Ben, écoute, je connais un petit peu ton profil d'armes, je peux t'aider, ça va aller très vite. euh, et, et donc c'est très très facile comme ça. Après, il y a vraiment une profondeur de jeu dans un second temps, avec certaines unités plus ésotériques qui ont parfois des règles un petit peu plus complexes à prendre en main. Lorsqu'on sort des navires de surface, comme on peut imaginer, et qu'on va dans des sous-marins, des robots, des unités terrestres, etc., où il y a tout un système de portail pour une défaction où ils peuvent se téléporter, etc., où là, bah, on va rentrer dans des règles un peu plus complexes, et on rentre dans la catégorie numéro 2 dont tu parlais, euh, qui est possible, mais vraiment, la plupart du temps, les starters, les boîtes de base, etc., se jouent extrêmement facilement. Les navires se ressemblent, ils ont quelques règles spéciales, mais ça peut vraiment, à la fois la construction de liste et le fait de jouer se fait très très rapidement. Donc ça Ok. dépend à quel niveau tu veux pousser le curseur. Alors, bah, je dirais du coup, moi, en fait, alors, pas de concret, je le passerai du coup dans le 2, dans ma Mhm. version 2, dans le sens où, en fait, le jeu en lui-même, effectivement, est dans le 2. Mais par contre, effectivement, avec une facilité à passer, effectivement, pour initier, grosso modo, hein, quand tu veux faire une initiation, Mhm. ou que tu veux pas t'embêter, tu te fais une petite partie, ça arrive aussi, hein, je vois, à être effectivement un jeu très accessible. Ça peut être aussi bien un jeu casual où tu te dis, ben voilà, on reste sur des petites parties, on fait pas, voilà, que effectivement un jeu ben, un peu plus complet, enfin un peu plus complexe, pas complet mais plus complexe, Mhm. moins casual effectivement comme les Netepic. À noter d'ailleurs que sur Netepic, si tu veux pas t'embêter et faire une initiation, enfin moi les initiations que je fais, c'est pareil, bah, tu élimines toute une série de. Enfin, tu élimines les règles spéciales, enfin, toi tu joues pas les règles spéciales, tu te limites dans les profils, et voilà. Mais effectivement, si tu veux, c'est un jeu qui bah, est simple à prendre en main, Distant Wars, et qui te permet bah, parce que tu as quand même. Non, simple à prendre en main, mais avec justement des subtilités qui font que tu vas y trouver un intérêt en plongeant plus en amont dedans, en fait. C'est ça Mhm. l'idée? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Tu peux le jouer très très simplement. Et voilà, tu dis, bah, j'active cette unité, je tire, ok, très bien. Et il y a une particularité de jeu, je ne vais pas trop rentrer dans le système de jeu, mais c'est un jeu qui se base sur deux choses. Premièrement, le mouvement, parce que les unités ont de l'inertie, bah, c'est des bateaux, ils ont de l'inertie, ça ne se téléporte pas comme on veut, comme on dirait une figurine à 40 km épique. Voilà, elle a 32 mouvements, bah, elle commence ici, elle termine là-bas. Non, c'est pas comme ça. On a des petites réglettes pour bouger, voir combien il peut tourner, etc. Donc c'est un jeu de mouvement à la base. Les armes ont souvent bah, uniquement quelques arcs de tir. Genre le canon qui est à l'avant, bah, il peut tirer à l'avant, à gauche, à droite, mais pas derrière. Et donc ça dépend, les broadsides, elles tirent que sur les côtés, etc. Donc c'est un jeu vraiment basé là-dessus. On peut un petit peu l'ignorer, il y a certaines factions qui sont assez faciles à prendre en main. Et bah, c'est très fun, très bien. Mais lorsque tu veux optimiser, bah, voilà, on commence effectivement à se dire, voilà, bah, il faut que je calcule, lui, il peut bouger jusque là-bas. La bonne portée, il faut que je reste entre 20 et 30 pouces de lui pour que moi je sois à bonne portée, mais que lui non, etc. Donc là, il y a vraiment ce côté-là où on peut optimiser. Et dans ce cas-là, c'est le jeu de mouvement à haut niveau devient vraiment, vraiment intéressant. Hmm. C'est limite du poker, ça peut vraiment être intéressant. Après, on peut se dire, bah, je m'en fiche, faire quelques dés d'attaque, bah, tant pis, je vais pas m'embêter pour optimiser. Et le deuxième point très important du jeu, c'est qu'il y a un système de link. On peut fusionner les armes. En fait, chaque navire a plusieurs armes, typiquement, et on peut, selon certaines conditions, soit faire une attaque différente pour chaque arme, soit dire, bah voilà, je vais faire toutes mes armes en une seule attaque pour essayer de passer certains paliers de touches sur l'ennemi qui vont me permettre de faire de plus en plus de dégâts et de causer des dégâts critiques, etc. Puisqu'il y a tout un système de touches et de défense et d'armure, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais voilà, soit on peut se dire, bah, je m'en fiche, souvent je les link, et puis ok, je vais peut-être parfois faire un peu d'overkill, parfois ça ne sera pas assez, mais je m'en fiche.
Et pour un jeu casual, c'est tout à fait pertinent et on sait très Mhm. fait. Mais quand on, voilà, encore une fois, quand on veut vraiment optimiser, on commence à faire les statistiques. OK, il a tel truc défensif. Si je veux juste passer le bon palier statistiquement avec de chance pour percer la citadelle et faire un dégât critique, mais je ne veux pas trop investir, mais peut-être qu'il va contrer avec ses défenses anti-torpilles, etc. Donc voilà, ça se joue très facilement. Mais quand on commence à vouloir effectivement jouer stratégique et tactique, il y a une grosse profondeur là-dessus, entre le jeu de mouvement pour être à portée optimale et le fait de se dire comment est-ce que je link mes armes pour optimiser mes chances statistiquement, pour jouer là-dessus. Et en plus de ça, il y a un système de jeu de cartes qui est censé être le jeu de base. Je recommande pour la première partie de laisser les cartes de côté, tout simplement. Mais voilà, il y a tout un système de pioche de cartes avec une sorte de système de ressources, et où chaque carte peut être dépensée soit pour créer un effet très puissant, qui est marqué sur la carte ou qui est unique à l'unité. Chaque unité a des effets uniques qu'elle peut activer. Ou alors, on peut dépenser la carte, pas pour avoir un effet puissant, mais pour marquer des conditions de victoire qui vont nous faire gagner des points de victoire. Puisque comme Net Epic, c'est un jeu à objectif, c'est pas un jeu où l'objectif c'est de raser la flotte ennemie, il faut marquer des points, et il y a certains objectifs selon les missions. Et un autre grand moyen de marquer des points, c'est de réaliser ces cartes. Mais si on marque des points via les cartes, ça veut dire qu'il y a des grosses activations, des super attaques, etc., qu'on ne pourra pas activer non plus. Donc il y a tout ce système de gestion de cartes et de ressources qui fait que voilà, ça devient très très intéressant lorsqu'on commence à se plonger dans les règles un petit peu plus et qu'on utilise les vrais scénarios de mission, etc. Ouais, non, ouais, ouais, je vois, ouais. Donc ouais, effectivement, mettrais bien dans le 2 parce que, enfin, si tu fais un parallèle, effectivement, tu dis que, bah, quand tu disais que tu peux, effectivement, avoir une profondeur sur la façon dont tu vas activer, alors que si tu le vois pas, euh, quand tu joues en débutant ou que tu joues de temps en temps, bah, il y a des choses que tu ne vas pas voir, tu as des petites combos que tu ne dois pas voir. On le retrouve par exemple dans le système de Epic sur la phase de combat. La phase de combat, vu que chacun choisit qui active, enfin, ce qu'il active, hein, enfin, deux joueurs débutants, ils vont activer, enfin qui débutent, hein, ils vont activer un petit peu au hasard, comme ça. Et bah, tu connais bien suffisamment le jeu pour savoir que de temps en temps tu fais alors attends, non, là je vais réfléchir à mon ordre Oui, parce qu'il y a de l'importance. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu, hein, aussi bien Distant Wars que NetEpic, c'est que en fait, les règles font que tu peux quelque part ne pas être dans un mode je réfléchis à fond sur ce que je vais faire, oui. etc. et y prendre du plaisir. Voilà, donc ok, d'accord, bon, c'est pas, tu optimises pas ton truc, mais tu y prends du plaisir et il n'y a aucun souci. La partie tout aussi fun. Et au contraire, bah, commence à beaucoup plus réfléchir bah, sur l'utilisation des cartes, sur est-ce que tu vas linker ou non tes tirs, bah, sur des systèmes Pass Wars. Dans Mhm. quel ordre tu vas faire tes activations de combat ou même tes activations de mouvement pour Net Epic. Et tout ça, bah, c'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire euh, et tu y prends tout autant du plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça que j'aime bien les systèmes justement de ce type-là, hein, enfin, Distant Wars ou Net Epic, c'est que, in fine, bah, comme tu le disais, hein, c'est généralement de ces jeux de type un peu enfin ouais, le numéro 2 quoi, c'est des jeux qui demandent un certain investissement pour y porter tout son sel, mais où au final, si tu veux juste y aller un peu plus tranquillement, bah tu peux. Voilà, tu peux, il suffit que tu simplifies. En plus, bah, tu l'as dit, sur des Distant Wars, t'as des armées qui vont être très simples à prendre en main. Bah pareil, sur un typique qui joue à Eldar, c'est super simple à prendre en main. Tu joues à mec, c'est pas compliqué non plus. Voilà. Bah, ça veut pas dire que tu en sors tout le sel à chaque fois. Et non, on est Mhm. d'accord. Faites une armée qui est facile à prendre en main ne veut pas dire que elle est forcément facile à jouer à fond. Mais oui, tout à fait. Voilà. Donc, C'est mais exactement ça. voilà. Et oui, c'est vrai que c'est assez bien pour les débutants. Et ce qui est bien aussi pour les débutants, c'est que contrairement à certains jeux, je pense à 40 000 ou d'autres jeux comme Infinity ou autres, c'est relativement peu punitif pour les débutants. Genre, effectivement, le plafond est assez haut. Genre, on peut effectivement optimiser pour vraiment être bon, et notamment au niveau du mouvement, etc. Mais il n'y aura pas de moment un petit peu en mode, ah bah merde, j'ai pas activé ça, ou je me suis un petit peu trop exposé. Genre, à 40K, voilà, j'ai un petit bout de mon unité, de mon escouade qui est visible et bah boum, je me prends la sauce et mon escouade est rasée et j'ai perdu 200 points d'armée. Et typiquement en tournoi, ça peut vraiment te faire très très mal. Mm. Et tu peux pas trop le. Voilà, c'est vrai.
les erreurs sont vraiment punies très fortement. Je pense à 40 000, mais il y a d'autres jeux comme ça où il y a des punitions qui arrivent très vite. Là, vu que tu peux optimiser, mais c'est un système de palier aussi bien offensivement que défensivement. Tu vas si tu optimises, tu vas enlever un PV de plus à l'ennemi. Alors, en général, les croiseurs moyens, ils ont entre 8 et 10 PV, on va dire. Donc, voilà, tu vas peut-être gagner un PV de plus ou faire un petit critique en plus ou gagner 5 dés d'attaque. En moyenne, on va dire que c'est entre 15 à peu près 15 dés les jets. Donc, voilà, tu peux optimiser un petit peu. Mais si tu es débutant, tu vas pas non plus te tirer une balle dans le pied et tu vas te prendre un truc et dire, ah, bah, attends, j'ai perdu toute mon unité. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu le temps de l'activer, j'ai pas eu le temps de m'amuser. Les unités sont assez solides. C'est extrêmement rare de se faire one-shot quelque chose. Et vu que c'est de l'alterné, si tu commences à perdre un navire, bah, ok, il va être un petit peu plus affaibli, mais tu auras le temps de l'activer, de t'amuser un petit peu avec. Tu n'auras pas ce syndrome Ouais. où voilà, l'ennemi fait un tir en premier, bah, boum, tu as perdu ton flagship. Ah bah non, non, c'est une belle pièce, je voulais jouer un petit peu avec. Il y a moins de figurines sur la table, elles restent plus longtemps. Et du coup, c'est relativement fun. Et tu as vraiment les navires qui vont se prendre au fur et à mesure des tokens. Ils vont commencer à prendre feu, leur générateur va s'éteindre, ils vont perdre certaines armes, etc. Donc ça, c'est suivi, il y a tout un système de tokens. Mais du coup, voilà, on a moins ce côté punitif pour les débutants, ce qui fait que c'est très bien, même si tu commences juste le jeu, tu vas quand même t'amuser parce que bah, voilà, il y a ce côté, il y a pas ce côté punition si tu fais une erreur. Ouais. Alors, puis en plus de ce que tu dis, c'est cool parce que, alors pour moi, il y a deux choses effectivement qui sont intéressantes. Le côté non punitif, enfin, moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve dans un jeu qu'en gros, tu poses des figues sur la table et tu les ranges sans avoir pu les toucher. Voilà. C'est frustrant. Faut être concret. Oui. Euh, et t'as même des jeux alternés sur lesquels ça arrive, hein, et ça c'est encore plus Mhm. frustrant aussi. Parce que sur un jeu non alterné, bon bah tu le sais, hein, voilà. Ouais. Sur un jeu alterné, quand ça arrive, moi je trouve ça encore plus frustrant. Au moins que tu puisses bouger tes unités. Enfin, toi, enfin, Oui. t'as moins joué avec, quoi. Oui, t'as fait Tu un les as truc, c'est bougés, ça. t'as fait quelque chose. Bon, Mhm. ça, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi d'un Epic, c'est qu'à aucun moment, enfin, tu vas te retrouver avec une unité, tu l'as posée sur la table et tu ne l'as pas jouée. Au moins, tu l'as bougée. Mhm. Voilà. Et puis bon, c'est quand même assez rare de se faire one shot une unité à NetEpic. Ça peut arriver, hein. Oui. Mais et puis au pire, ben, tu te dis, ok, d'accord, je l'ai bougé quand même. Et du coup, oui, ce que c'est là. Et en plus, ce que tu viens de dire sur tout ce que bah, ouais, ça prend feu, il y a des canons qui se cassent, etc. De ce que je vois, Dystopian Wars permet aussi de faire quelque chose qui est très narratif. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ta partie, si tu veux faire un rapport narratif, tu peux. Ah bah oui, ah bah là, ça c'est tout à fait fait pour. Même si tu ne veux pas jouer narratif, contrairement à 40K ou certains autres jeux, je pense, à Age of Sigmar, etc., où tu as un petit peu la narration en début de jeu, tu dis, OK, bah, les armées sont là pour se battre parce que ceci, parce que cela. Et à la fin, bah, il n'y a pas vraiment d'action marquante. OK, bah, l'unité qui tape fort a fait ses trucs épiques, OK, super. L'unité qui devait se téléporter, elle s'est téléportée, génial. Alors que là, vraiment, il y a un petit côté aléatoire, on ne sait pas trop quel dommage ça va faire, et il faut s'adapter en fonction. Et il y a vraiment des coups qui vont se créer durant la partie, qui sont extrêmement cinématiques. C'est vrai, ça, s'il y a un des trois mots qu'on pourrait utiliser pour décrire Dystopia Noir, c'est cinématique, parce qu'il va toujours y avoir ces actions Hmm. qui vont avoir des conséquences assez épiques, parce que c'est des gros navires. En général, on a entre 20 et 25 figues sur la table, pas plus. Donc, les gros croiseurs qui peuvent prendre feu, etc., devenir vraiment bien endommagés, etc. Il va leur arriver des choses parfois différentes à chaque partie, parce qu'il y a un dé spécial pour voir quel effet critique ça peut avoir, etc. Et, et souvent, voilà, il peut se passer des choses qui font dire, putain, mais voilà, ce navire, eh ben, il commence à prendre feu, et ben, du coup, le joueur, il commence à réfléchir, et du coup, il peut envoyer faire un éperonage sur un navire ennemi, partir à l'abordage, se dire, bah, ok, tant pis, bah, mon navire brûle, bah, je t'emporte avec moi. Et il peut vraiment se passer des actions un petit peu héroïques comme ça, au fur et à mesure de la partie, qui sont pas forcément prévues dans le sens combo de ma liste d'armée, genre, ok, je sais que je vais arriver par ça, comme si je vais booster mon attaque, je vais faire XD en plus. Ok, c'est cool. Mais il y a vraiment ces côtés un petit peu random et cinématiques qui fait qu'on doit s'adapter aux circonstances du champ de bataille et qui font des moments absolument mémorables. On fait relativement souvent des parties de Dystopian Wars dans la communauté française et on se reparle des fois de ok, bah, tu te rappelles ce navire amiral, il lui restait un point de coque et il arrive et il a repoussé les X abordages, il a intercepté des torpilles et il a réussi à s'enfuir avec l'objectif dans la cale, etc. Donc c'est vraiment des moments épiques et ça se prête extrêmement bien
aux parties narratives du fait du contexte historique. Il n'y a pas vraiment besoin de connaître le background dans le détail pour comprendre que, bah, ok, l'Empire britannique, il se joue comme ça, le sultanat, donc plutôt l'Empire musulman, se joue comme ceci, les Chinois comme cela, etc. Donc on a toujours des indices visuels pour dire, bah, c'est des Allemands, bah, ok, ils vont se jouer comme ça. Et dans le second temps, donc ça déjà pour le narratif, et dans un second temps, c'est vraiment un jeu qui se prête à de la narration, à de la conséquence, des navires qui sont endommagés, qu'il faut réparer, etc. Si vous aimez ça, avoir des fiches d'armée qui s'augmentent au fur et à mesure, vos navires qui prennent de l'expérience, etc. Vu que vous avez peu de navires et que ça arrive souvent qu'ils restent en vie, d'ici la fin de la partie, c'est vraiment plaisant de suivre ça. Ok. Alors, je suis en train de regarder l'heure, du coup, on va commencer. On a bien parlé des Special Wars, tu l'as Oui. bien vendu en plus. Euh, et du coup, bah, on va parler de ta chaîne maintenant. Donc, la Oui, chaîne Love and War Games, sur laquelle, bah, écoute, bah, tu fais tout simplement bah, des vidéos de Dystopian Wars, j'y arriverai, hein, putain, oui. j'ai du mal. Hein. Euh, Bah vas-y, parle-nous un petit peu de ta chaîne, ce que tu comptes faire avec, quand est-ce que tu l'as lancée, qu'est-ce qui t'a motivé à la lancer, et puis voilà, enfin, Bah, quels bah, sont très tes bien. objectifs? Du coup, oui, du coup, ma chaîne, j'ai lancé la chaîne, ça devait être fin septembre, début octobre à peu près. Et je l'ai lancé parce qu'il y avait des chaînes qui parlaient déjà de Dystopian Wars, que ce soit au niveau des tactiques, des sorties, beaucoup de couverture des sorties, parce qu'il y a des sorties tous les mois de plusieurs boîtes, donc c'était intéressant. Euh, qui parlaient du lore, parce que le lore est génial. Mais il y avait peu de rapports de bataille. Ou alors c'était de façon très très sporadique. Je me suis dit, bah zut, j'aimerais bien en avoir sur YouTube. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, si personne ne le fait, bah, je le ferai moi-même. Hmm. J'avais déjà un petit peu d'expérience de faire des rapports de bataille grâce à mes passages sur Creative Wargame pour du Warhammer 40 000 ou d'autres chaînes, je pense à Swigger où on a fait du AOS, etc. Mais je me suis dit, bah tiens, je vais le faire moi-même sur du Dystopian Wars. Donc c'est la raison principale pour laquelle je me suis lancé. Et j'ai commencé par faire des petits rapports de bataille à l'écrit sur le groupe Facebook privé qui s'appelle le Sturginium Lounge ou pour Dystopian Wars France, qui sont deux groupes Facebook qui parlent de ça. Je te filerai si tu veux les références. On a aussi d'ailleurs, tant que je vais faire ma pub, on a aussi un Discord. Donc n'hésitez pas à venir ici, un Discord français, un Discord anglais international. Donc pour discuter Dystopian Wars, en apprendre davantage. Et du coup, voilà, donc il n'y avait pas vraiment ça sur le YouTube Game, comme on dirait. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire. Comme ça, au moins, il y aura des rapports de bataille pour ceux qui se posent des questions. Hmm. Ça a bien pris. Donc j'ai fait une dizaine de rapports de bataille écrits. Puis après, je me suis dit, bah, attends, je vais les faire en vidéo, ce sera aussi bien. On a commencé, je me suis rendu compte que c'était pas. Voilà, faire des rapports de bataille sans trop de budget, ça se faisait bien. Et du coup, j'ai commencé à les mettre en ligne. J'ai fait quelques petites vidéos de tactique, de review de dire, bah, voilà, si vous achetez telle boîte, n'hésitez pas à construire les navires de telle ou telle manière, parce que chaque navire peut en général être construit de diverses manières différentes. Donc voilà, pour aider les débutants, je leur fais des petites vidéos pour dire bah, voilà, qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils disent qu'ils ne fassent pas de bêtises en construisant des navires. Au moins, ils peuvent voir un petit peu comment chacun se joue et c'est facile, plutôt que de devoir se taper le codex, enfin, l'équivalent codex qui est en ligne et qui peut parfois qui peut se dire, mais attends, mais ça veut dire quoi ces chiffres? Donc voilà, ouais, qui peut aider la communauté à se lancer et à grandir. Je fais des vidéos essentiellement en anglais pour essayer de booster la communauté au niveau international même si j'en fais un petit peu en français, notamment en partenariat. Parfois, je passe sur la chaîne Barbu In Game de Uriel pour Hmm. parler de Dystopian Wars. Et donc voilà, c'est essentiellement ça l'idée. Et du coup, j'ai Warcradle, qui est la boîte du jeu, enfin, l'éditeur, qui est extrêmement réceptif. Ils sont très très sympas, c'est une équipe adorable. Du coup, je suis passé Warhost, qui est l'équivalent de Vanguard sur Conquest, euh, donc je suis passé Warhost et du coup on a les règles en avant-première. Ils sont très réactifs par rapport à ceux qui connaissent le jeu. On est quand même une bonne communauté. C'est principalement aux États-Unis, en Angleterre, qu'il y a beaucoup de monde, mais on a aussi une bonne communauté sur Paris notamment. Il y en a une qui monte à Nantes. Et voilà, on a quelques Warhosts qui prennent les retours de les communautés. Et du coup Warcradle est très sympa à ce niveau-là. Et dès qu'il y a des problèmes d'équilibrage ou quoi, on leur remonte et c'est corrigé très très rapidement. En tout cas dans la nouvelle version du codex. Et vraiment, tous les retours sont pris en compte, on discute et c'est vraiment super. Et en plus d'être sympa à ce niveau-là et de répondre aux règles, moi de mon côté, ils m'envoient des boîtes en avant-première, avant qu'ils arrivent, pour faire des unboxings. Et du coup, ça nous aide pour faire nos rapports de bataille. Et j'ai limite pas eu besoin de leur demander. Genre, c'est eux qui m'ont dit, bah écoute, on voit que tu fais des rapports de bataille, est-ce que tu veux qu'on t'envoie des trucs? Bah, oui, avec plaisir. Et c'est une super équipe avec qui travailler Warcradle.
pas, voilà, ils m'envoient des boîtes, mais je suis rien à payer ni rien. Mais rien que le fait de recevoir des boîtes, c'est super. Ça reste quand même ça de moins au Bah, dépenser budget autrement, oui. hobby. Oui, et puis, bah, c'est une reconnaissance aussi, hein. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Et là, pour tout ce qui est dystopian noir, je travaille beaucoup avec un peintre pro qui s'appelle Ilias Miniature. Donc, Hyacinthe, si tu regardes, big up à toi, qui est un peintre adorable, qui peint très très vite. Et vu qu'on reçoit régulièrement des boîtes, parce qu'ils Warcraft, ils sont fous, là, ils sont en train de sortir genre entre 6 et 8 boîtes par mois de dystopian noir pour plein de factions différentes. Là, ils sont vraiment en train de booster le jeu pour que ça prenne de l'ampleur. Et du coup, on essaie de tout couvrir pour faire des rapports de bataille avec un petit peu toutes les nouvelles unités. Et c'est vrai que c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de sorties, le jeu se développe très très bien. Et bah, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder quelques rapports de bataille, et vous allez voir que c'est vraiment un jeu très très fun. Ouais, c'est vraiment ça l'idée, le cœur de la chaîne de Love and War Games pour l'instant, c'est de faire des rapports de bataille sur Dystopian Wars et de faire grandir la communauté. Après, je suis pas non plus marié avec Warcradle, rien n'empêche que plus tard, s'il y a un autre jeu qui me plaît beaucoup, auquel je commence à jouer, de faire des vidéos là-dessus, sur Love and War Games. Je pense notamment, bah, il y a Hyacinthe, le peintre, qui branche beaucoup pour que je me mette à Conquest. C'est pas impossible qu'un jour je me mette à Conquest et qu'on commence à voir quelques vidéos sur la chaîne. Ça marche. Bah, merci bien en tout cas. Bon, écoute, vu l'heure, on va sans doute arrêter l'interview là. Sauf si tu as Yes. encore un peu de temps, mais il me semblait Bon, que... encore 5 minutes, oui, si tu veux. Si on a des questions encore. Alors, non, il n'y a pas de question. Il y a juste un coup de qui t'a trollé en disant que si tu voulais attendre les Votannes, tu avais toujours les squats. Oui, mais les squads, c'est les Votann qui sont dans l'Imperium, qui utilisent des technologies essentiellement impériales. Les Votann sont censés avoir des meilleures technologies que les squads. Voilà. En tout cas, bah, merci pour tout. Bah, de toute façon, tu es sur le Discord de NetEpic, donc n'hésitez pas à le Oui, contacter hein, directement à Laric si vous voulez bah, un peu plus d'infos. On mettra de toute façon bah, le lien vers ton Discord, le lien vers ta chaîne dans la description de la vidéo YouTube. Merci pour tout. On se reverra de toute façon. Euh, Pas impossible qu'un jour que si je monte sur Paris, bah, écoute, on vienne et on se fasse une petite vidéo de découverte. Ça pourrait être oui, sympa. avec grand plaisir. Voilà. Tu es le bienvenu. Euh, donc, merci pour tout, bah, pour cette interview. Merci à toi. N'hésitez pas à suivre la chaîne de Love and War Games, à vous abonner à sa chaîne YouTube, à vous renseigner sur Dystopian Wars. Et puis, eh bien, sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Salut! Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge, Torek Wargame Accessories, Krang Wargame, Hachette Antiques Studio, Iliada Game Studio, Bichok Design et les boutiques La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne et Ragnarok à Foix. Pour bénéficier des offres chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic, tous les liens en description.